Un réel plaisir de vous informer, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir sur Canal Kin Télévision. Le projet de loi portant réédition des comptes 2023 et des finances rectificatives 2024 envoyé à la commission ECOFIN pour un examen approfondi. C'est ce qui ressort de la plénière, la Chambre haute du Parlement. Reportage signé Jules Bolenki. Sous la conduite de son président, l'honorable Jean-Michel Samalou Kondé, le Sénat a entamé jeudi 14 novembre 2024 l'examen de deux importants textes de loi tels qu'inscrits au calendrier des travaux de la session de septembre 2024. Il s'agit du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances exercice 2023 et le projet de loi des finances rectificative exercice 2024. Au nom du gouvernement, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bodji Sangara, et son collègue de finances, Doudou Fambali Koundeli Botaï, se sont livrés à cet exercice de redevabilité pour présenter l'économie de ces deux textes de loi que le Sénat examine en seconde lecture après l'Assemblée nationale. Intervenant le premier, le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundeli Botaï, a présenté l'économie du projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances 2023. Il s'est apaisanti sur 3 points importants, notamment la synthèse du projet de loi, la situation consolidée de financement et les principales articulations du projet de loi. Doudou Famba a indiqué que le projet de loi de finances 2023 a été exécuté dans un contexte marqué par l'organisation des élections de décembre 2023, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC marquée par l'agression rwandaise sous couvert du M23, les conflits communautaires, sans oublier la situation socio-économique marquée par la poursuite de la mise en œuvre de différents programmes importants de développement, notamment le PDL 145 territoires, la gratuité de l'éducation de base, la couverture santé universelle. Invité à présenter l'économie du projet de loi de finances rectificative 2024, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Bodji, a fait savoir que l'élaboration de ce projet de loi de finances rectificative est justifiée par des changements majeurs introduits par 4 faits majeurs, à savoir l'avènement du gouvernement issu des élections de décembre 2023, les pressions sous le cadre macroéconomique suite au choc externe et interne, l'issue heureuse de la renégociation contrat sino-congolais à l'initiative du chef de l'État et enfin l'aboutissement des négociations avec la Banque mondiale pour des appuis budgétaires importants. À en croire Aimé Bodji Sangara, le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2024 contient un budget présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à la hauteur de 44,410 milliards de francs congolais. Restons toujours dans ce secteur de finances où le ministre congolais de finances Doudou Fambali Koundé a tenu le jeudi 14 novembre 2024 un point de presse aux côtés de son collègue du budget Aimé Bodji et du représentant résident du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo. Au cours de ces face-à-face avec le journaliste, il était question d'expliquer à la presse le désaccord récemment conclu entre le gouvernement congolais et le FMI qui marque une étape significative dans le renforcement de la résilience économique du pays. Suivez ces commentaires de Jules Bolenki. Au cours de cette conférence animée conjointement par le ministre d'État au budget Aimé Bodji Sangara et du représentant du Fonds monétaire international, le ministre Doudou Fambali Koundeli Botaï a fait savoir que ces deux programmes sont évalués à plus de 2,8 milliards de dollars. Ils ont pour objectif de renforcer la stabilité financière de la République démocratique du Congo tout en accélérant les réformes essentielles pour garantir un avenir prospère et durable. Le premier programme, le programme triennal formel FEC d'une valeur de 1,75 milliard de dollars se concentrera sur la mise en œuvre de réformes économiques cruciales dans plusieurs secteurs clés de l'économie congolaise. Le ministre Doudou Fambali Koundeli Botaï a expliqué que ce programme vise à renforcer la gestion des finances publiques, améliorer les infrastructures du pays et diversifier l'économie congolaise dans l'optique de transformer la RDC en une économie plus résiliente et compétitive. Le deuxième programme annoncé est le programme climatique d'une valeur de 1,1 milliard de dollars. Ce programme sera centré sur la lutte contre le changement climatique et la préservation des ressources naturelles de la RDC. Nous venons de négocier
les deux programmes de manière exceptionnelle. Un programme FEC estimé à 1,770 milliard de dollars américains et un autre programme RST pour la résilience climatique de 1,1 milliard de dollars américains. Donc, nous venons de trouver un accord, pas pour un programme, mais pour deux programmes que nous allons mettre en œuvre de manière simultanée. Les deux programmes, qui s'étendront sur une période de 3 ans, auront un impact direct sur la vie quotidienne des Congolais. Ils permettront au pays de s'engager sur une trajectoire de développement durable et responsable, tout en respectant les impératifs de durabilité environnementale. Ces projets ambitieux marquent une étape décisive dans le processus de modernisation du pays et illustre la vision d'un développement inclusif et durable pour la République démocratique du Congo, telle que portée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est depuis le mercredi 13 novembre 2024 que les agents et cadres du ministère des Affaires étrangères sont en grève sèche. Les agents et cadres du secteur diplomatique exigent au gouvernement de la République d'améliorer leur grille barémique et de payer leurs primes complémentaires. Un reportage de Clavier à la Diaco rendu par Jules Golembi. La présence physique, les mots d'apaisement et les promesses de la vice-ministre des Affaires étrangères n'ont pas réussi à calmer la colère des agents et cadres du ministère des Affaires étrangères qui sont déterminés à amplifier la grève sèche et illimitée afin d'exiger au gouvernement de revoir à la hausse leur grille barémique et de payer leurs primes complémentaires. Passant à la vitesse supérieure, les agents et cadres du secteur diplomatique ont fermé toutes les portes des bureaux avec des cadenas. On est en grève parce que depuis le 30 juin 2024, on était en réunion avec le ministère du budget, M. Bou, qui avait bel et bien cette grille barémique, et cela est en exécution. Les choses graves, cette grille barémique devait être concrétisée au mois d'octobre. Dans le mois d'octobre vient de passer, on a constaté que M. Bodji nous a dribblé et nous a menti. Il n'a pas tenu ses propres promesses. C'est pour cela que les agents ont décidé de gréver et ne plus travailler jusqu'à ce qu'il vienne de cause. Selon la décision de tous les agents, on s'est dit que nous allons entrer dans nos bureaux jusqu'à ce que la banque va nous envoyer des messages dans nos téléphones. Parce qu'on nous avait promis et ils n'ont pas réalisé. Alors nous n'avons pas encore besoin de promesses, nous on pas juste la concrétisation de leurs promesses. Nous sommes en grève avec un délai indéterminé pour que cette grève soit levée. Nous devons avoir le message de la banque et puis nous allons rentrer dans nos bureaux. C'est bel et bien clair. Loin de capituler, les travailleurs du ministère des Affaires étrangères envisagent de durcir la grève si le gouvernement de la République ne répond pas favorablement à leurs revendications. Dans ce secteur financier pour le transport, la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Turquie dans les secteurs de transport. La Turquie, par le biais de son ambassadeur en poste en République démocratique du Congo, a exprimé son souhait d'accompagner la République démocratique du Congo dans le domaine du transport. C'est ce qui ressort de l'entretien entre le vice-premier ministre, ministre des Transports, des Communications et des Désenclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, et l'ambassadeur turc en poste à Kinshasa. Suivant. Alors, encore une fois, nous avons présenté nos souhaits de grand succès dans sa nouvelle mission qui est vitale pour l'avenir de ce beau pays. Bien évidemment, tous ces dossiers sont très très importants et on est habitué à travailler avec son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre qui est toujours très attentif aux détails, il maîtrise bien les dossiers. Et aujourd'hui, j'ai utilisé cette occasion aussi pour un peu briefer le VPM sur les états des lieux, soi-disant, de notre coopération bilatérale dans le domaine du transport en particulier. Alors, on a discuté plusieurs volets de cette coopération, en commençant par l'aviation,
C'est une histoire de succès pour nous. Le Turkish Airlines est devenu une entreprise très performante ici au Congo et présenter nos sincères remerciements au gouvernement congolais pour le soutien continu qu'il a offert au Turkish Airlines. Et au côté ferroviaire, j'ai briefé le VPM sur les travaux des entreprises turques dans le continent africain en particulier. Comme vous êtes au courant, récemment, une entreprise turque a finalisé un projet de chemin de fer électrifié en Tanzanie, qui a été une révolution, bien évidemment, c'est le tout premier en Afrique. Alors, nous espérons que dans la période à venir, les entreprises turques pourraient aussi jouer un rôle dans la modernisation de l'infrastructure ici au Congo. On a discuté un peu le transport public ici à Kinshasa qui est devenu vraiment un problème. Et nous suivons aussi de près tous les travaux au niveau du gouvernement central, au niveau du gouvernorat. Et entre autres, nous avons aussi quelques idées pour un peu alléger ce problème. C'était un propos recueilli par Mario Ambongo. À la santé publique, le lancement de la 33e journée mondiale de lutte contre le diabète et l'engagement de la République démocratique du Congo pour la prévention et la prise en charge de cette maladie, sensibiliser et mobiliser autour de cette maladie qui touche un nombre croissant de Congolais, a expliqué le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention lors de cette journée mondiale, Mario Ambongo. À l'occasion de la 33e journée mondiale de lutte contre le diabète, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Samuel Kamba, a pris la parole ce 11 novembre lors d'une cérémonie organisée par le Programme national de lutte contre le diabète. Nous sommes à Kinshasa. L'événement a réuni des représentants du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs de la société civile, pour sensibiliser et mobiliser autour de cette maladie qui touche un nombre croissant de Congolais. Dans son discours, le ministre a rappelé l'ampleur du diabète à l'échelle mondiale et nationale. Selon la Fédération internationale du diabète, plus de 537 millions de personnes dans le monde vivent avec cette maladie en RDC. Environ 7% de la population en souffre. Le diabète est responsable de plus de 17 000 décès chaque année en RDC, ce qui en fait l'un des principaux défis de santé publique du pays. Le diabète, souvent qualifié de tueur silencieux, présente des symptômes tels que la soif excessive, la miction fréquente, la perte de poids et la fatigue qui nécessitent une détection précoce pour prévenir les complications graves, notamment des maladies cardiovasculaires, les amputations et la cécité. Le gouvernement congolais a donc lancé des campagnes de sensibilisation à l'échelle nationale et intensifie les efforts de dépistage dans les centres de santé afin de mieux informer les populations, de promouvoir les habitudes de vie saines. Le ministre a également souligné les lourdes conséquences économiques du diabète. Enfin, le ministre a également rappelé l'importance de l'engagement collectif pour lutter contre cette maladie. La 33e journée mondiale de lutte contre le diabète, célébrée chaque 14 novembre, représente un moment important pour sensibiliser la population mondiale à cette maladie chronique, mais également pour rappeler l'importance d'une action coordonnée par la prévention et le traitement du diabète. Toujours à la santé, maître Kabengele Ilunga Jean-Marie, avocat du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, parle du dossier qui oppose le ministère de la Santé, son client et les gestionnaires de l'hôpital du Cinquantenaire. Encore une fois de plus, Mario Ambongo. Dans le cadre de l'affaire opposant le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale à la société Padillage, gestionnaire de l'hôpital Cinquantenaire, l'avocat du ministère, maître Kabengela Ilunga Jean-Marie, a fait un point sur la deuxième audience devant le tribunal suite à la demande de référé introduite par la société Padillage contre l'État pour contester la rupture du contrat qui les lie. L'avocat du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale explique les faits. Nous avons démontré au juge premièrement que cette matière, le contrat d'exécution du contrat, échappe à sa compétence matérielle. Et deuxièmement, nous avons démontré que la demande devrait être déclarée irrecevable
premier moyen, c'est que celui qui prétend gérer ou administrer la société Padiat a déjà perdu le mandat parce que le mandat, selon le droit OHADA, l'article 324 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique, c'est 4 ans, sauf si les statuts en disposaient autrement. Dans l'espèce, les statuts de Padiat n'ont pas accordé plus de 4 ans à l'organe de gérance. Par conséquent, celui qui était là depuis 2013 a déjà perdu le mandat de gérer, d'administrer et de représenter la société. Et nous avons démontré d'autres moyens, à peu près 6, qui font que cette demande sera déclarée irrecevable. Et quant au fond, nous avons démontré que le ministère de la Santé publique, l'hygiène et prévention sociale n'a violé aucune disposition de la loi et l'a juste appliqué le principe de exception à du plainte contractus. Donc, dans un contrat normatique, si une des parties n'exécute pas ses obligations, celui de celle à l'égard de laquelle les obligations n'ont pas été réalisées peut résilier le contrat. Et c'est cela que nous avons démontré au juge. Nous attendons son ordonnance dans le délai de la loi. En dehors de nos frontières, rendons-nous à Bakou, en Azerbaïdjan, où la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, qui prend part à la 29e conférence de parties cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP29 à Bakou. Elle plaide pour plus de financement en faveur de la protection des forêts du bassin du Congo. Reportage de Prince Yamboué. À la COP29 qui se déroule à Bakou en République d'Azerbaïdjan, la République démocratique du Congo qui prend part à cette grande messe du climat fait parler d'elle en tant que pays solution de la crise climatique au monde. À la table ronde de haut niveau sur l'augmentation de flux internationaux de financement pour les forêts du bassin du Congo, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable est revenue sur la nécessité de prendre en compte l'urgence d'agir en commun pour faire face à cette crise climatique. Pour Eba Zeiba, le pays partageant les forêts du bassin du Congo, considéré aujourd'hui comme solution basée sur la nature, telle qu'attestée par les études scientifiques, devront bénéficier de droits, de compensation au prorata de services écosystémiques que ces forêts rendent pour l'humanité entière. Les scientifiques vont jusqu'à nous dire que si nous ne changeons pas de comportement pour voir la crise climatique en face, changer de comportement à devoir ne plus que limiter les dégâts, dans 30 ans, dans 50 ans ou dans 100 ans, il y a des pays entiers qui vont disparaître de cette planète. Donc ne pensons pas que c'est loin, c'est demain. Nous avons hérité d'un monde. Pourquoi nous ne voulons pas léguer aussi un monde à nos enfants? Alors, les scientifiques nous disent, face à cette situation-là, la crise, il n'y a pas d'autre solution si ce n'est des solutions basées sur la nature. Et parmi les solutions basées sur la nature, la toute première, c'est les forêts, les couverts forestiers. Les forêts qui jouent le rôle d'absorber les pollutions dont l'homme est responsable pour le besoin de l'industrialisation. Les forêts qui jouent le rôle non seulement d'absorber ces pollutions, mais de dégager l'oxygène, c'est-à-dire de nettoyer l'atmosphère pour que vous et moi ici, nous respirions. Et au-delà de ça, les forêts jouent le rôle des écosystèmes hydriques pour nous donner des pluies, lesquelles pluies vont régénérer les forêts, pour augmenter l'existence de la biodiversité, la faune, la flore. Ainsi, pour la ministre d'État Eba Zeiba, ces fonds de compensation ne devraient pas être considérés comme l'aide au développement, mais principalement un partenariat gagnant-gagnant, selon les principes pollueur-payeur. Le monde brûle et chacun devrait tirer les conséquences de sa responsabilité, prévient la patronne de l'environnement de la RDC devant les autres représentants des pays du bassin du Congo et les partenaires techniques et financiers réunis au pavillon de la RDC à la COP29.
À Dakar, le FDA, Front démocratique africain, a commencé sa campagne diplomatique et de sensibilisation contre l'agression rwandaise en République démocratique du Congo, aussi contre le changement de la constitution à RDC. Le porte-parole de ces partis politiques a conduit une délégation à la 7e conférence internationale anti-impérialisme à Dakar, aux côtés de plusieurs autres nations africaines et européennes, asiatiques et sud-américaines, ainsi que plusieurs organisations politiques de la société civile ont répondu présents à l'issue de ces grands forums de panafricanisme, les panafricanistes plutôt, Mario Mbongo. Le décor était déjà planté dès la première vue. Libérer la Palestine, non à l'impérialisme, était écrit sur les banderoles. Nous sommes bel et bien à Dakar, capitale du Sénégal, où se tient le 7e conférence internationale anti-impérialisme contre l'oppression et la colonisation des puissances capitalistes. C'est dans cette optique que le FDA, Front des démocrates africains, à leur tête, le porte-parole Albert Moukoulou-Boundou, accompagné d'une délégation, ont atterri à Dakar, au Sénégal, pour y participer, pour y prendre part à ce forum international, dans un contexte marqué par l'arrivée au pouvoir des panafricanistes et souverainistes du PASTEC, d'Ousmane Sonko et Diomaye Faye. L'occasion faisant le larron, le FDA a lancé au Sénégal sa campagne contre le 3e mandat, ici en République démocratique du Congo, et contre la guerre d'agression rwandaise et ougandaise. Plusieurs organisations présentes à la conférence internationale sur le panafricanisme ont adressé des messages de soutien au peuple congolais en lutte contre le 3e mandat. Bitumba na armée rwandaise Togo Longa. Bitumba pour le respect de la constitution Togo Longa. Bitumba il y a pillage de minerais à Congo na minerais Togo Longa. Voilà. Bande kwa Congo to kutani awa bana ya Afrika nyuso bazali awa bana ya Cameroun ya Comore bana ya Burkina ya Niger biso nyuso to kutana na Dakar awa to lobi situation en Congo to lobi peuple congolais à l'embaté biso nyuso toko longa Afrique et Congo. Comme en 1958, Patrice Emery Lumumba et Gaston Diomi avaient pris part à la conférence panafricaine au Ghana organisée par l'ancien président Kwame Nkrumah, où il y a eu aussi la présence du Martiniquais Franck Fanon. Le Front démocratique africain s'inspire de l'histoire pour faire bouger les lignes de manière pacifique et démocratique. Restons toujours en marge de cette 7e conférence internationale. Quelques Africains véritables panafricanistes ont condamné l'agression dans la République démocratique du Congo et victimes de la part du Rwanda et de multinationales, mais aussi ils estiment que le débat sur les changements de la Constitution n'est pas une priorité. Les Congolais doivent penser plutôt plus important. Tous les Africains présents à cette 7e conférence internationale à Dakar ont adhéré et soutiennent la vision africaine du FDA. Mario Mbongo. République démocratique du Congo, le pays de Lumumba, Mouélé et Kabila. Xanga aussi. L'échec de ce projet jusqu'à présent montre une chose, c'est que la résilience du peuple congolais, du grand peuple congolais, montre bien que le processus vers la formation de la nation congolaise est en route. Elle n'est pas encore complète, mais elle est en route. Parce que si elle n'était pas en route, ils auraient réussi le projet de démantèlement et de balkanisation du Congo. Mais c'est parce que le peuple congolais, effectivement, et malgré les différences qu'il peut y avoir, les divergences qu'il peut y avoir en son sein, reste fondamentalement uni sur ce grand territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, avec plus d'une centaine de millions d'habitants, très clairement pour dire non à ces projets de balkanisation. Comme hier, le Nigeria avait dit non au projet de balkanisation à travers la guerre du Biafra, fomentée par l'impérialisme français, dans sa contradiction et ses concurrences avec l'impérialisme anglais. Donc, vive le peuple congolais, très clairement, et je me réjouis personnellement d'une chose. Je tiens à affirmer avec force combien il est important aujourd'hui de soutenir la RDC et de dénoncer ce qui s'y passe, à savoir un génocide permanent
depuis plus de 30 ans, qui passe sous silence pratiquement, où des millions de femmes sont violées, des millions d'enfants se retrouvent orphelins et des millions de personnes sont disparues sans que ça n'émeuve personne. Et tout ça du fait de, effectivement, ce que représente la RDC, à savoir un réservoir pour le monde. C'est pas seulement pour l'Afrique, mais c'est pour le monde entier. Cet aspect de ce qui se passe en RDC nous touche et nous concerne, et nous sommes pleinement solidaires et nous allons mener toutes les actions possibles et imaginables pour en effet enrayer et mettre à bas l'impérialisme qui perpétue le calvaire de ce peuple, de notre peuple frère de RDC. J'appelle à mes compatriotes congolais de ne pas accepter le changement de la Constitution, parce que ce genre de situation, nous aussi, aux Comores, nous la vivons. Et cela nous coûte très cher. Je vous fais un rappel en vous demandant d'avoir la conscience et l'esprit combatif sur tout ce que vous avez de bien dans votre pays, qui est la nôtre, tant qu'Africains. Rentrons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et poursuivons ce journal. Le bourgmestre de la commune de Kinshasa, bienvenue Mbalibi, s'est entretenu dans la salle Sapo Kalimasi avec les différentes structures et forces vives de la commune de Kinshasa. Plusieurs points ont été à l'ordre du jour, notamment la lutte contre l'insalubrité et l'éradication du phénomène Kuluna dans leur municipalité. Au sortir des échanges, quelques participants ont réagi au micro de Nancy Mianda. Bon, vraiment, c'est une belle initiative d'organiser des telles rencontres qui a réuni la participation des associations de plusieurs disciplines et de notables ensemble. Et chacun de nous a eu l'occasion de s'exprimer et de se présenter les libérateurs de ce sujet. Nous sommes en communion de tout moment avec le bourgmestre. D'ailleurs, il vient de rassurer encore qu'il va accompagner les structures. Nous sommes là partant et nous on déjà une entière satisfaction dans l'exercice et soit des activités qui vont se présenter à la commune. Le mot serait d'abord de féliciter M. le maire pour l'initiative qu'il a eue d'associer les structures pour le bien-être de notre commune. Nous, les élus, nous sommes une structure d'encadrement, nous sommes une structure d'accompagnement pour le développement de la commune. Donc, ce qu'il a demandé, nous d'ailleurs, on trouve le tableau sur le terrain. Donc, nous les faisons déjà. Nous accompagnons ce comité dans le développement de la commune. Oui, d'abord, nous avons été honorés par M. le maire qui nous a invité. Nous sommes venus écouter le message qu'il avait. En tout cas, son inquiétude, c'est de savoir comment est-ce qu'il peut collaborer avec les structures. Qu'est-ce que les structures font garantir pour le développement de notre commune de Kinshasa. Alors, nous lui avons dit, nous étant qu'une structure qui soutient directement M. le gouverneur de la ville de province de Kinshasa, avec sa vision Kinshasa et Zongora. Donc, si déjà un bourgmestre nous appelle pour demander notre soutien, notre appui, on peut accompagner parce que nous tous nous accompagnons que la vision du gouvernement. Donc voilà, nous lui avons déjà promis notre soutien. Et chaque samedi, déjà, nous sommes sur le terrain avec des salons que nous faisons. Et donc voilà, nous sommes toujours à ses côtés pour nous suivre. Toujours en société, l'extraction de sable dans les rivières de Kinshasa est un métier qui sauve et qui fait vivre plusieurs ménages dans la capitale. Cette activité se développe au bord des principales rivières de la capitale congolaise, dont la rivière Makelele, Ndjili et Kalamo. Les monticules de sable s'entassent au bord des rivières après que les creuseurs les aient sortis de l'eau pour le vendre aux clients, qui sont principalement les propriétaires de chantiers en construction et des techniciens de construction. Suivez.
Nous sommes au bord de la rivière Makelele et au quartier Kanluka, dans la commune de Ngaliema, à l'ouest de Kinshasa, capitale de la RDC. Cette rivière traverse plusieurs communes de la ville de Kinshasa, de l'ouest au nord, notamment Ngaliema, Bandalungwa, Kitambo et Gombe, pour se déverser dans le fleuve Congo. L'extraction du sable ne se développe pas de la même manière sur l'ensemble du trajet de cette rivière. Au quartier Kanluka, au bord de la rivière Makelele, plusieurs personnes, principalement les hommes, s'adonnent à l'extraction du sable. La quantité du sable extraite dépend de la force physique de chaque creuseur. À l'aide de bêches à la main, ils extraient le sable de l'eau pour vendre aux propriétaires de chantiers ou toute autre personne qui en a besoin pour la construction ou tout autre usage. Malgré l'utilisation de la bêche et l'effort physique à fournir, plusieurs tonnes de sable sont extraites chaque semaine dans cette rivière de Kanluka et transportées par les camions qui font des navettes pour décharger dans les chantiers de leurs clients. Les prix sont fixés selon la quantité demandée. Un camion de 10 tonnes de sable se négocie au prix compris entre 100 et 80 $ américains. Selon les spécialistes, le sable fait partie des matériaux de construction provenant des désagrégations d'une roche et qui sert à la construction de logements, béton et autres. On peut trouver les sables naturellement, mais le sable destiné à la construction ne doit pas avoir de la graisse, ni des traces de carburant, encore moins de l'argile. Cela influencera négativement la qualité de la construction. Dans tous les cas, les creuseurs de sable ont de beaux jours devant eux. C'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du soir coordonnée par Dorcas Mputu, Takidi Freddy, Koupar Bola. Dieu voulant, je vous retrouve le vendredi prochain. Namcha Nanar. Au revoir.